Même si tu as un masque, là, je te juge pas. Mais jugez-moi pas. Il ne s'agit pas de remettre en question le droit de ces personnes-là de s'exprimer, mais personne n'a le droit de mettre en danger la santé des autres. On n'hésitera pas à donner des amendes si les gens ne respectent pas la consigne. On a vu en fin de semaine des manifestants qui manifestaient contre le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Vous leur dites quoi, ces manifestants qui invoquent leurs droits fondamentaux, les droits et libertés, la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut en société? Ben, écoutez, je vais répondre deux choses. Premièrement, ils ont le droit de manifester. Alors ça, c'est jamais un droit qu'on va enlever. Mais lorsqu'ils manifestent, s'ils mettent la vie ou la santé publique des gens en danger, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Ce qui est arrivé avec des journalistes, là, on connaît bien les cas maintenant, autant dans l'annonceur d'un poste que de celui d'une dame là, qui s'est fait étreindre par deux manifestants, c'est complètement inacceptable. Parce que là, à ce moment-là, c'est pas uniquement leur opinion qu'ils ont mis sur la place publique, mais ils ont mis la vie de ces gens-là en danger. C'est dans quelques jours qu'on verra quelles seront les actions qui seront prises par ces personnes-là. Mais ce qui est arrivé dans ces cas-là, c'est inacceptable. Mais vous pensez qu'il pourrait y avoir des poursuites contre ces gens-là? Bien, écoutez, ça va dépendre premièrement des personnes en question qui ont été agressées, parce que c'est carrément de l'agression. C'est à eux aussi de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais nous, si on peut les appuyer dans ça, ce qui est arrivé là, je le répète, là, on va sévir parce qu'on ne peut pas laisser la vie des gens en danger, de gens qui ne respectent pas leur vie personne. Les manifestants anti-masques dans la mire de Geneviève Guilbeault. C'est pas imaginaire, c'est pas un complot, c'est pas dans le 5G, là, ça se passe pour vrai. Les comportements inappropriés envers les médias sont aussi dénoncés. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'antenne de LCN. La vice-première ministre s'est indignée aujourd'hui des manifestations anti-masques tenues au cours du week-end. Des manifestations où plusieurs journalistes, notamment de TVA, ont été victimes de comportements inacceptables et disgracieux. Geneviève Guilbeault est également revenue sur les manifestations anti-masques de la fin de semaine. Elle se dit entre autres choquée par le grand nombre de personnes qui ne respectaient pas la distanciation physique. Oui, on va sévir si on continue d'observer des gestes, des comportements qui mettent en péril la santé publique. La vice-première ministre reconnaît le droit de manifester, mais elle rappelle que les gens qui ne respectent pas les consignes de distanciation s'exposent à des rapports d'infraction. Geneviève Guilbeault condamne aussi vivement le traitement réservé aux journalistes lors des manifestations. Samedi, à Montréal, l'équipe de TVA Nouvelles s'est fait insulter à de nombreuses reprises. Georges-Étienne Cartier. Le lendemain, à Québec, la journaliste Karianne Bourassa a été victime de comportements inappropriés lors d'une intervention en direct. D'aller jusqu'à se coller physiquement sur une journaliste contre son gré alors qu'elle essaie de faire son travail puis de se maintenir à saine distance avec son couvre-visage, ce n'est pas acceptable. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal. Et en fin de journée, la direction de TVA a réagi aux événements de la fin de semaine par voie de communiqué. On peut lire que TVA condamne de tels agissements qui représentent non seulement de l'intimidation face au travail journalistique et une atteinte à l'intégrité de notre reporter, mais également une menace à la sécurité de nos journalistes et caméramans sur le terrain. La santé et la sécurité de nos journalistes et de l'ensemble de nos employés sont la priorité de notre entreprise. La direction de TVA prendra toutes les mesures requises pour s'en assurer et évalue présentement ses recours. Elle est présentement en communication avec les autorités policières à ce sujet. Puis, le combat face à la COVID-19 est loin d'être terminé au Québec. Un peu plus tôt cet après-midi, à 100% Nouvelles, mon collègue Paul Larocque s'est entretenu avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, et voici ce que ça donne. Bonsoir, M. Dubé. Merci d'être là avec nous. D'abord, comment vous avez réagi en voyant ces manifestations des anti-masques en fin de semaine? Qu'est-ce que vous vous êtes dit intérieurement en les voyant et en écoutant leurs arguments? Bon, écoutez, je vous dirais, là, je pense que vous me connaissez, j'étais un peu choqué de voir les images que j'ai vues parce que on dit depuis le début, M. Larocque, qu'il ne faut pas juste penser à soi lorsqu'on regarde cette maladie-là, mais comment on peut protéger les autres. Parce que souvent, on a donné le cas, on utilise le mot asymptomatique. On ne peut pas savoir si nous, on est atteint, on n'a pas de symptômes, mais on peut contagier les autres. On l'a vu, c'est arrivé souvent dans le cas des CHSLD.
Alors que des gens manifestent pour dire qu'on brime leur liberté, je peux comprendre ça, mais qui prennent un risque d'aller étreindre un journaliste pour lui faire comprendre qu'ils sont là pour être devant la caméra, pour moi, c'est totalement inacceptable. On ne peut pas laisser ces gens-là prendre un risque sur la santé de la population. Est-ce qu'il faudrait les sanctionner? Pour vous, M. le ministre, est-ce qu'il faudrait éventuellement les sanctionner s'ils recommencent, s'ils récidivent? Bien, écoutez, on est en train de regarder ça parce qu'on était très clair, Mme Guilbeault et moi, aujourd'hui, qu'il y a des mesures à prendre, il y a des contraventions qu'on peut faire. Il faut juste s'assurer qu'on donne aux forces de l'ordre les moyens nécessaires de les appliquer, parce que c'est bien vous dire qu'on va le faire, mais si on n'est pas capable de rentrer dans une manifestation comme ça, puis de poser des gestes pour donner les pénalités, alors on est en train de préciser ça au cours des prochains jours, parce que ce qui est arrivé en fin de semaine, c'est pas acceptable, puis on ne laissera pas la population être en danger à cause de ces personnes-là. Encore une fois, je le dis, ils ont droit à leur opinion, mais ne doivent pas mettre la santé des autres en jeu. On est pour le libre choix parce que la pandémie n'a pas eu lieu. Même si tu portes un masque, là, je te juge pas. Je juge pas les gens à l'épicerie qui le mettent, mais jugez-moi pas. C'est juste dommage des fois de constater qu'une petite minorité, bien que minoritaire, des fois est très visible et très audible. Alors, il ne faut pas laisser cette minorité-là nous diviser ou détourner notre attention de ce qui est important, à savoir de continuer de se protéger collectivement. Vous l'avez peut-être vu, au cours de la fin de semaine, des manifestations contre les consignes de la santé publique se sont déroulées à Montréal et à Québec. Pour plusieurs personnes, le port du couvre-visage, la distanciation de 2 mètres ou les interdictions de rassemblement sont une atteinte à leurs droits et libertés. Mais que nous dit la fameuse Charte des droits et libertés de la personne sur les mesures sanitaires prises par un gouvernement en temps de pandémie? On va faire le point avec Louis-Philippe Lampron. Il est professeur en droits et libertés à la faculté de droit de l'Université Laval. Monsieur Lampron, bonsoir. Bonsoir, M. Bovet. Alors, on invoque les droits, la liberté qui sont brimés, selon les manifestants, par les mesures gouvernementales. Qu'est-ce que la Charte nous dit là-dessus? Est-ce que c'est un bon argument? Il y a 2 chartes qui sont applicables sur le territoire québécois, la canadienne et la québécoise. Et moi, évidemment, depuis que j'ai vu passer ces arguments-là, ça m'a surpris parce que j'avais du mal à trouver un ancrage juridique, en fait, pour une telle revendication. Le seul ancrage juridique que je pourrais voir, c'est le droit à la liberté, tel qu'il est protégé par l'article 1er de la Charte québécoise, et qui protège 2 volets. Hein. Évidemment, le volet physique, c'est-à-dire que si je suis privé, si je suis mis en état d'arrestation, ça, c'est évidemment une entrave à ma liberté. Il y a également une liberté plus politique qui me permet de faire reconnaître des choix d'importance fondamentale pour moi, qu'on pourrait lier à ma dignité humaine, etc., etc. Maintenant, le raisonnement à partir de là, il est en 2 étapes, en fait. C'est-à-dire que c'est une chose que d'être capable de faire la preuve d'une atteinte à ce droit à la liberté-là, mais une fois, même si on est capable de faire la preuve d'une atteinte à ce droit fondamental-là, mais ensuite l'État va être en mesure de tenter de justifier le caractère raisonnable de cette restriction-là dans une société libre et démocratique. Et ça, c'est un test qui va être évalué de manière contextuelle et donc, bien sûr, en tenant compte de l'état actuel des connaissances en ce qui concerne le coronavirus, la COVID-19 et la pandémie qu'on traverse. Alors, dans l'état actuel des choses, les chances de succès d'une éventuelle contestation là, fondée sur les chartes des droits et libertés, que ce soit la canadienne ou la québécoise, m'apparaissent extrêmement minces, autant à l'étape de la violation qu'à l'étape de la justice. Donc, le gouvernement serait justifié par mesure de prévention ou de protection de la santé des Québécois ou des Canadiens d'imposer certaines mesures. Est-ce que ça veut dire donc l'expression qu'on utilise, nos droits et libertés s'arrêtent là où les droits et libertés des autres commencent, là? C'est un peu ça qui s'applique. Ben, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le droit à la liberté permet et reconnaît tout choix d'importance fondamentale. Il doit faire n'importe quoi. Là. Bien sûr, je veux dire, il y a plein dans la jurisprudence, c'est très clair, là, les critères sont quand même assez clairs, ça s'évalue selon des critères objectifs d'une personne raisonnable. Qu'est-ce qu'une personne raisonnable croirait
de ce qui est plaidé par une personne. Et depuis 1982, il y a plusieurs choix qui ont été reconnus comme n'étant pas protégés par le droit à la liberté. Alors déjà là, il y a des difficultés, en fait, pour une personne qui souhaiterait contester la validité de cette imposition-là du masque obligatoire. Mais même s'il est capable de réussir cette étape-là, il va avoir ensuite l'étape de la justification. Ça me fait penser, par ailleurs, il y avait une décision au début des années 80. C'est le port de la ceinture obligatoire, c'est ça? La ceinture de sécurité? Ouais. Oui, exactement. Ça avait été contesté devant la Cour supérieure en se fondant justement sur l'article 1er, le droit à la liberté. Et le juge, dans cette décision-là, on était au début, au début des premiers balbutiements de la jurisprudence sur la charte, mais il en venait à la conclusion que d'imposer le port de la ceinture de sécurité à l'intérieur des automobiles, c'était pas une atteinte pour lui au droit à la liberté, même si c'en était une, ce serait justifiable dans une société libre et démocratique, eu égard aux arguments de sécurité publique collective qui étaient mis de l'avant par le gouvernement. OK, mais donc il y a des arguments qui peuvent avoir préséance, juste pour bien se comprendre, préséance sur la liberté individuelle. Bien sûr, et la liberté individuelle, elle n'est pas absolue. Vous l'avez dit tout à l'heure, les droits des uns se terminent là où les droits des autres commencent, ou vice-versa. Et donc, on ne peut pas sortir un droit fondamental du catalogue des droits protégés par la Charte et lui faire dire n'importe quoi. Il faut l'interpréter de manière collective, en tenant compte, évidemment, d'une société démocratique, du vivre ensemble, et des droits des uns et des autres, les autres droits fondamentaux. Est-ce que le gouvernement n'est pas un peu à l'origine d'une certaine incompréhension de sa philosophie vis-à-vis du masque? Moi, j'ai appelé ça une espèce de slalom au fil du temps ou une valse hésitation. On va écouter Horacio Arruda. C'était le 23 avril dernier. On revient juste après le soir. La mesure, elle n'est pas, comment je pourrais dire, on ne peut pas la rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité. En termes juridiques, ce serait excessivement contestable. Donc, ça va être une forte recommandation. Alors, ça pourrait être contestable au niveau juridique, le port du masque obligatoire, donc ce sera une forte recommandation. Pourtant, là, on est rendu à obligation dans le transport en commun, obligation dans les lieux publics fermés. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de valse hésitation du gouvernement au fil du temps? Mais écoutez, quand on regarde les manifestations, quand on regarde les slogans qui sont scandés pendant les manifestations, on se rend compte qu'il y a beaucoup de confusion, qu'il y a beaucoup de n'importe quoi, mais à un certain moment, c'est comme n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a des prises dans la manière qu'a eu le gouvernement de gérer la crise de la COVID-19. Et cette déclaration-là, cette sortie-là du docteur Arruda, il y a plusieurs spécialistes dont je fais partie qui étaient sortis rapidement en disant, mais écoutez, je ne les vois pas les arguments de charte. Et c'est le lendemain que le chat était sorti du sac et on s'était rendu compte finalement que la véritable raison pour laquelle à l'époque on n'imposait pas encore le masque obligatoire, c'était essentiellement pour des motifs pragmatiques, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore suffisamment de masques en circulation pour être capable de le rendre véritablement exécutoire, cette on parlait de masques, donc l'espèce de masques chirurgicaux, on ne pensait pas aux couvre-visages qui sont dorénavant populaires. Tout à fait. Mais c'est certain qu'à l'ère des réseaux sociaux, un clip comme celui-là, où on a l'impression qu'il y a une valse hésitation, c'est de nature à alimenter de toute forme de théorie du complot en disant on est en train de nous mentir, regardez, le gouvernement se contredit, etc., etc. En particulier quand on est en train de parler de droits et libertés de la personne. Alors, il faut toujours faire très, très attention et ça me semble militer en faveur de la plus grande transparence dans un contexte de crise de caractère temporaire exceptionnel comme ce qu'on est en train de traverser un petit peu partout à travers le monde et au Québec. Très bien. Bien vu et bien expliqué. M. Lampron, merci beaucoup et bonne soirée à vous.